Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. Vivre dans sa bulle, par Jean-François Crépel. Allumer des bougies, rêvasser sous la couette, s'enfoncer dans un canapé plein de coussins, siroter dans un mug un thé fumant, savourer un tête maison, porter un plaid, parcourir lentement un album de photos de famille, tandis que le feu crépite dans la cheminée. Voilà quelques ingrédients du U2. Cet art de vivre le quotidien, de l'intime, dont le concept d'origine danoise est en passe de devenir, pour nos contemporains, la définition même du bonheur. Or, on peut trouver une image qui illustre bien l'aspiration à la jouissance de tels moments de félicité, celle qu'évoque l'expression « vivre dans sa bulle ». Se détournant de l'expérience du monde pour jouir dans le retrait de la seule intimité d'être enfin chez soi ou entre soi, celui qui cherche à vivre dans sa bulle affiche ostensiblement son refus d'être dérangé. Éteignant tous les micros, les smartphones, volets clos, portes refermées, notre aspirant au bonheur est tout à la quête de traces de l'intimité de son existence qui se trouve ainsi être rétrécie au plus proche, au plus intérieur, au plus personnel. Que devient le monde pour celui qui cherche à vivre dans sa bulle ? Un espace lointain, bruyant, étranger, dont il a perdu le goût d'interroger la réalité. Un espace devenu, au moins pour un temps, moins certain, moins présent à nos pensées. Oh, il n'est certes pas anéanti, nous savons que nous le retrouverons sans nul doute la semaine prochaine, demain, peut-être tout à l'heure, et il sera à peu près comme nous l'avons laissé, prouvant par là qu'il n'a pas été affecté par notre disparition provisoire. Nous avons bien fait d'en prendre congé quelque temps, puisque nous ne sommes pas essentiels à son existence. C'est ainsi que vivre dans sa bulle peut être recherché pour son délice, d'une expérience qui aurait quelque chose de libérateur. Enfin, le monde nous laisserait vivre intimement notre vie. Non pas cependant que nous nous retrouvions soudain seuls au monde, accaparés par tous les soucis et les périls de l'autosubsistance, ou inquiets d'un manque de reconnaissance sociale, car être seul au monde, c'est encore être dans le monde. L'expérience que nous invoquons relève bien plutôt d'une aspiration à être en deçà du monde, en retrait de lui, dans cette sphère de l'intime qui semble nous conférer le pouvoir exorbitant de le mettre entre parenthèses, ou tout au moins de le transformer en lointain horizon de l'existence. Nous pouvons désormais préciser le sens qu'il y aurait à vivre dans sa bulle. Ce ne serait rien de moins que savoir éprouver la délicate conscience de l'intimité, en ménageant toujours mieux ce que nous avons en nous de plus proche, de plus personnel, de plus confidentiel, et en sachant se protéger de l'intrusion, toujours éprouvée comme dérangeante du monde. Écartons ici une objection. Il est certain qu'une telle expérience de l'intime ne peut pas se dire directement, exhaustivement, et on ne peut sans doute que la trahir en cherchant à l'exprimer avec les mots du commun, c'est-à-dire avec ce que nous utilisons souvent de la façon la plus impersonnelle, le langage. Seul le silence, ou peut-être l'écriture poétique, pourrait alors exprimer ce que la parole ne peut, elle, que maladroitement traduire. Cependant, l'ambiance intime du U2, danois, notre point de départ, a bien mis en évidence la possibilité d'exprimer un véritable art de vivre dans sa bulle. Il suggérait qu'il y a peut-être bien quelque chose à dire de cette démarche qui engagerait non pas seulement un silence ou un mode d'expression poétique. Se pourrait-il qu'une telle aspiration relève d'un droit au bonheur individuel ? Se réfugier dans la bulle de son intimité pourrait apparaître en effet comme une revendication par excellence de l'individu, la voie royale de l'épanouissement de l'identité personnelle. On ne peut devenir soi-même, disent les individus, si la société accapare et envahit le temps et l'espace de chacun. On ne peut se retrouver dans un monde qui ne reconnaîtrait pas comme inviolable les limites intangibles et sacrées de l'intime.
L'adolescent, dans sa chambre, l'affiche clairement, pas d'identité sans droit à l'intimité. Vivre dans sa bulle serait donc d'abord un droit. Mais qui ne voit qu'il s'agit aussi d'un reproche? Il y a une propension bien évidente à l'égoïsme, diront les moralistes, dans cette attitude. Égoïsme dont témoigne celui qui, restant protégé par l'écran du secret dont il recouvre sa vie intime, refuse de se risquer à faire de nouvelles rencontres, à entamer de nouvelles relations sociales. Que cela soit souvent des proches, nos conjoints, nos enfants, nos amis, qui nous font ce reproche est révélateur de la possibilité d'un dangereux aveuglement sur la culture de l'intime. À maladroitement cultiver le retrait, vivre dans sa bulle pourrait finir par signifier le repli maladroit sur une intimité creuse et vide de toute aspiration à un bonheur authentique. De plus, il peut y avoir quelque chose d'un peu écœurant, voire d'un peu étouffant, dans cette atmosphère de guimauve que cherche à nous vendre comme une recette danoise de bonheur exotique, un certain marketing de publicitaire. Le reproche est donc souvent fondé. Si vivre dans sa bulle signifie seulement s'absenter provisoirement du monde pour laisser aux autres la rude responsabilité de l'administrer à notre place, il s'agit ni plus ni moins d'une désertion citoyenne, d'un abandon de poste militaire. Car quoi qu'en dise la physique de Galilée, le monde ne tourne pas toujours tout seul, ou en tout cas, il ne tourne pas suffisamment assez rond pour que nous puissions sans scrupule nous en absenter longtemps. Toute la difficulté est alors de comprendre comment on peut accepter de renoncer à vivre dans sa bulle sans pour autant perdre tout pouvoir de mener une vie intérieure, vie sur laquelle tous ceux qui ne font pas partie de notre cercle n'auraient rien à dire, rien à voir, et encore moins à commenter. Il ne s'agit pas tant de défendre un prétendu droit à une vie privée, aux frontières toujours problématiques, que de se soucier de cultiver son intériorité, en secret, loin des projecteurs, des pouvoirs médiatiques, ces vampires de l'intériorité qui font souvent des fake news et des buzz éphémères. La bulle dans laquelle nous croyons pouvoir trouver refuge ne peut donc être qu'une sphère parfaitement hermétique, sans aucune communication avec le dehors, une sphère dont les parois lisses et transparentes ne dessineraient pas la moindre ouverture sur l'extériorité. Elle figurerait ainsi idéalement la clôture parfaite de l'intériorité, de laquelle rien ne pourrait s'échapper et dans laquelle rien ne pourrait pénétrer sans notre consentement. Or, une telle vie rêvée ressemble fort à une utopie, dissimulant la réalité d'une complète et inavouable dépendance au monde. Nous rejouons ici une énième fois l'osmose prénatale de la vie intra-utérine à laquelle le traumatisme de la naissance a mis fin. Vivre dans sa bulle est une expression onirique de ce fantasme de fusion auquel le sens de la dure réalité nous commande de façon certes angoissante mais salutaire de renoncer. Telle la bulle de savon, la bulle de l'intime, née d'une expiration délicate, dans laquelle nous prétendons vivre, risque fort ainsi de ne demeurer qu'une forme fragile et donc éphémère d'existence. Elle est portée par un vent incertain qui ne peut la conduire qu'à un éclatement spectaculaire. Comme tout rêve, vivre dans sa bulle est une pensée qui a l'apparence de l'idéal, mais qui laisse derrière elle le goût amer de la déception, du retour au réel. Le reproche de vivre dans sa bulle contient donc, on le voit, une véritable leçon de savoir-vivre. Leçon que nous aurions donc tort de ne pas méditer. Il vaut mieux choisir le road movie aventureux de la découverte du monde et de ses dangers, plutôt qu'un mode de vie ralenti au rythme soporifique d'une échographie. Vivre sur les routes est une utopie certes, mais à tout prendre plus exaltante que vivre dans sa bulle. Nous aurions donc tort cependant de céder trop vite aux reproches en abandonnant toute recherche de vie intérieure. Sous le prétexte que nous risquerions de nous enfermer dans un mode de vie anesthésié et aseptisé, condamné par des contempteurs de l'intimité qui n'en présentent souvent qu'une caricature, dont l'expression « vivre dans sa bulle » est l'image la plus répandue. Qu'est-ce qu'en effet que la vie intérieure ? Non pas l'expérience paradoxale d'un retrait de la vie hors du monde, mais un apprentissage, celui de la conscience intime du temps et du désir. La vie intérieure ne consiste pas vraiment à vivre dans sa bulle, mais à faire sans cesse la redécouverte étonnante
de notre intimité se tisse à partir de l'expérience la plus originaire et la plus singulière qui soit, l'expérience du temps. Or, cette expérience, loin de nous couper du monde, en nous enfermant loin de lui, n'est rien de moins que la préparation, souvent faite à notre insu, des modes d'exploration qui nous permettront bientôt de nous orienter en lui. Ainsi, avons-nous besoin de prendre conscience de ce que signifie pour nous intimement le temps, pour apprendre à habiter pleinement l'espace du monde. C'est une des leçons de la lecture du roman « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust, et en particulier de ce passage extrait du tout début de l'ouvrage. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous la porte a disparu. C'est minuit, on vient d'éteindre le gaz, le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Chacune de nos existences porte les marques de la conscience intime du temps. Conscience qui la singularise et qui fait que son rapport au temps n'est pas tout à fait le même que celui des autres existences. Ainsi, dans cet extrait, l'intimité du malade avec sa maladie est à ce titre ce qui décrit le mieux cette singularité de la conscience qui l'isole du reste du monde. Ainsi nous rappelle Proust, quand un malade réveillé par une crise prend conscience qu'il lui faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède, ce malade fait l'épreuve de la conscience intime du temps, conscience intime car impartageable. Nous avons donc tous, singulièrement, la conscience intime et parfois douloureuse du temps. Mais la question est de savoir si nous ne sommes pas, comme le malade de Proust, dans l'illusion, en espérant follement pouvoir maîtriser cette expérience de l'intime, apprenant à y vivre comme dans un cocon dont nous pourrions sortir à volonté quand elle ne nous serait plus utile. Or, l'intérêt de ce passage du roman consiste dans la description de l'espoir, lui aussi intime du malade, d'être délivré de sa maladie et de la déception, tout aussi intime, qui lui succède. Une raie de lumière au bas d'une porte, des bruits de pas dans le couloir, produisent l'espoir que la nuit touche à sa fin, et qu'on vient lui porter secours, mais cet espoir est bientôt cruellement déçu. La lumière s'éteint, les bruits de pas s'éloignent. Il faudra, dit Proust, rester toute la nuit à souffrir sans remède. La maladie est ce qui nous dévoile ici la part de passion, c'est-à-dire de souffrance de l'intime. Bien éloigné, il faut bien le dire, du Hugues danois de notre propos initial. Cultivons donc notre intériorité, mais ne prêtons pas trop d'intérêt au pouvoir des images séduisantes qui évoquent, par exemple ici, le doux désir de vivre dans sa bulle, pour trouver le bonheur. Cherchons plutôt, comme le narrateur de La recherche du temps perdu, le secret de notre rapport au temps et au désir, parcourant le chemin de la connaissance de notre intimité, ce sens de l'intériorité dont nous avons cruellement besoin pour mieux nous ouvrir au monde, autant qu'à nous-mêmes. Le quart d'heure philo sur Jet FM par l'association Philosophia, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 18h45, rediffusion les deuxièmes et quatrièmes vendredis.